Dans ce podcast, nous voulons mettre en valeur les parcours scolaires atypiques pour mieux comprendre le vécu des élèves et de leurs familles, puis surtout de montrer sous un jour positif que même avec des difficultés ou des troubles d'apprentissage, c'est possible de réussir. Je m'appelle Eugénie Petit-Lédier, je suis franco-canadienne et maman, orthopédagogue, formée à l'Université au Québec en enseignement en adaptation scolaire et sociale et depuis 2012, je travaille avec les élèves francophones à l'étranger. Plus précisément, depuis 2018, en téléorthopédagogie avec Aide et Or. Nous faisons voyager les pratiques d'enseignement et d'apprentissage efficaces pour permettre de mieux comprendre tous les élèves et de les amener à atteindre leur plein potentiel. Aujourd'hui, nous recevons Éléonore Sanson qui va nous parler de son parcours avec de l'anxiété de performance. Bonjour Éléonore, comment ça va? Bien, Merci beaucoup de participer à notre podcast aujourd'hui. ça fait plaisir. Je trouve tellement que c'est une belle idée. Est-ce que tu peux nous te présenter? Je m'appelle Éléonore, j'habite à Québec, j'ai 20 ans maintenant. Présentement, je suis au cégep. Je ne sais pas s'il y en a qui savent c'est quoi le cégep. En fait, c'est juste au Québec qu'on le fait. Mais c'est comme un programme qu'on fait avant de rentrer à l'université. Donc, notre secondaire se fait en 5 ans au lieu de peut-être 2-3 ans de plus. Puis ces 2-3 ans de plus-là, on les fait à ce qu'on appelle le cégep. Présentement, je suis un programme qui s'appelle Sciences humaines. C'est tout ce qui se rapproche à tout ce qui est la psychologie, l'anthropologie, la sociologie, bref, les sciences politiques. Donc, c'est super intéressant. Je pense peut-être aller en droit pour l'instant. On verra bien ce que l'avenir me réserve, mais c'est ce que je pense faire pour l'instant. C'est une très belle présentation de toi, Éléonore. Nous, on se connaît depuis longtemps. On se connaît depuis que tu es bébé, en fait. Oui, vraiment. Ben oui. Ça me fait plaisir aujourd'hui de t'entendre sur parler de ton parcours un peu. Peux-tu nous dire un peu tes intérêts, tes forces? Qu'est-ce que tu as développé, toi, déjà dans ton parcours scolaire? C'est ça. Parfait. Ben, au départ, moi, au primaire, j'étais quelqu'un qui était très, très extraverti. Je bougeais beaucoup. J'avais vraiment pas, je savais pas ce que je voulais faire. En fait, on m'a emmenée au primaire. Puis moi, j'étais comme, qu'est-ce que je fais là? Tu sais, je savais pas pourquoi j'étais là, donc j'avais aucune motivation à travailler. Moi, j'avais besoin de savoir pourquoi j'étais à tel endroit, pourquoi je devais faire ça. Puis dès que je le savais, ben c'est sûr que à ce moment-là, je commençais puis j'étais concentrée. Mais là, au primaire, on m'emmène à l'école. Je suis comme, c'est quoi ça? On doit être assis à écouter des personnes parler sur des sujets qui m'intéressent pas plus qu'il faut parce que justement, je sais pas à quoi ils vont me servir dans le futur. J'avais aucune attention, évidemment, en classe. Je voulais tout le temps bouger, courir, danser, bref. J'avais une passion pour la danse qui a duré, qui est encore présente, mais j'en fais moins présentement. Mais j'ai commencé d'ailleurs à ce moment-là le ballet, j'ai commencé à 2-3 ans, puis ça n'a pas arrêté. Là. Je me suis rendue à Montréal, à Toronto, j'ai dansé un peu partout. Bref, à ce moment-là, je faisais du sport, sauf que c'était pas assez pour ma concentration en classe. Puis on a fini par me diagnostiquer un TDAH. Puis j'ai été médicamentée, mais ça à partir de la 2e année ou 3e année du primaire. Avant ce temps-là, j'étais pas médicamentée, puis ça a eu un problème finalement dans le futur qui a fait en sorte que j'ai dû doubler ma 4e année. Je passais, mais de justesse, puis mes parents ils voulaient pas que je sois tout le temps comme derrière tout le monde, qui ont fini par me faire doubler. Et ça a vraiment été quelque chose qui a eu un impact important dans ma vie, pas seulement au niveau social, mais aussi au niveau de ma confiance en soi. Parce que moi, alors, à cet âge-là, je me disais, tout le monde disait que les gens qui doublaient, c'était des gens qui n'étaient pas bons, puis qui se pochent dans tout, qui n'avaient pas leur place dans le système. Puis justement, à l'école, les enfants, ils savent pas ce qu'ils disent vraiment. Fait que c'est super méchant avec toi. Là, tout le monde riait de moi. T'es comme, ah, t'es poche. Fait que là, moi, justement, c'est rentré dans mon cerveau. Ça reste quasiment toute ta vie. Là. J'ai continué à être médicamentée pour le Bifantin. Mais ça, le Bifantin, c'était un médicament pour le TDAH. Mais ça me coupait la faim. Je mangeais plus le midi, tu sais. Fait que là, j'ai tout le temps été un peu maigre. Ça a aussi un jugement, tu sais, les gens ils riaient de moi pour ma maigreur. Là, j'arrive au secondaire,
Puis je continuais à être correcte à l'école, mais tu sais, comme je disais, je me forçais pas trop plus qu'il faut. J'étais dans la moyenne, mais je me forçais pas. Puis là, j'ai commencé à être amie avec des filles à l'école. J'étais au secondaire, c'est une école vraiment privée. En fait, c'est une école privée, ça s'appelle Jésus-Marie. C'est une super bonne école. La seule chose, puis c'est pas nécessairement un aspect négatif, mais c'est juste que c'est une école très performante. Les filles qui vont là, souvent, ils veulent devenir médecin ou avocat. C'est pas mal tout. J'ai commencé avec des gens des fois aussi, parce qu'il y a un primaire là-bas, et qu'il y avait beaucoup de filles qui étaient allées au primaire. Puis moi, je me ramassais à être comme la nouvelle, puis tout le monde se connaissait. Fait que là, j'ai fini par me trouver une gang, mais c'était des filles comme très, très, très bonnes à l'école, comme les meilleures de la classe. Puis, j'ai une amie à un moment donné qui m'a littéralement dit, ben, tes dernières minutes, ça a comme eu un impact dans ma tête. Elle dit, on veut pas travailler avec toi tes dernières minutes. Je me suis dit, non, je vais prouver à tout le monde que je suis capable d'être pas dernière minute puis d'être la meilleure de l'école, la meilleure dans tout. J'ai commencé à juste travailler, juste étudier tous les jours. Je ne faisais que ça. J'avais plus de vie. Vraiment, j'avais aucun équilibre. J'ai eu les notes. Oui, j'ai été la meilleure de l'école. Oui, j'ai été dans tout. J'ai fini par faire tout, mais j'étais pas heureuse. Je veux dire, j'étais vraiment pas heureuse. Puis justement, j'ai eu un trouble alimentaire. Puis à ce moment-là, c'est là qu'on a su que finalement, je ne faisais pas de TDAH et que j'étais mal médicamentée depuis le début. Je faisais finalement de l'anxiété de performance, parce qu'ils se sont mélangés durant mon diagnostic, parce que l'anxiété de performance, ça a des symptômes très similaires au TDA, parce que justement, en étant anxieux, on a une perte de mémoire, la distraction, fait que c'est des symptômes similaires. Fait que finalement, là, on m'a changé de médication. Mais j'ai quand même eu des impacts au niveau cérébral dans le sens que j'étais un peu perdue. Puis là, finalement, j'ai continué à performer énormément à l'école, ça n'a pas changé. Mais j'ai quand même travaillé beaucoup sur mon équilibre, sur qui j'étais, sur qui vraiment je voulais être, puis apprendre à m'aimer, puis apprendre à accepter le fait que je ne pouvais pas faire plus que ce que mon cerveau était capable de faire. À un moment donné, c'est bien beau étudier. J'étudiais tellement que j'étais plus bonne, j'avais plus des bons résultats, tu sais, parce que trop, c'est comme pas assez, hein. Fait que là, finalement, j'ai appris à un peu plus accepter qu'on peut faire des erreurs, qu'on peut ne pas toujours avoir des bonnes notes. Là, j'ai fini, ben la pandémie est arrivée, fait que là, ça l'a fait en sorte que comme ça l'a re-questionné aussi qui j'étais. Puis là, justement, j'ai décidé que j'allais en sciences naturelles. Là, j'ai changé de programme, j'ai été en sciences humaines. Ça n'a pas fonctionné non plus. J'ai trouvé un programme, communication, lettres et arts, qui mixait la communication, le cinéma, la photographie, c'est des choses que j'aimais, mais c'est pas pour moi. Fait que là, je suis retournée finalement en sciences humaines parce que je me suis dit, je peux pas vivre dans une société sans avoir un diplôme d'études collégiales. C'est bizarre à dire comme ça, mais on est obligé, si on veut avoir quelque chose d'intéressant. Malheureusement, on est dans une société qu'il faut qu'on ait une scolarité. Finalement, enfin, mes sciences humaines, c'est pas quelque chose qui... Ben, tu sais, j'aime les sujets, mais c'est pas quelque chose qui me passionne plus qu'il faut, mais je le fais parce que, justement, je vais aller à l'université. L'université, ça a été quelque chose de compliqué à savoir parce qu'on arrive à 20 ans, il faut qu'on décide quasiment de toute notre vie. Ça, c'est quelque chose que j'ai de la misère à comprendre, mais on est là-dedans. Fait que là, je sais pas trop, parce qu'il y avait tellement de choses qui m'intéressaient, tu sais, autant que j'aime l'art, autant que j'aime la médecine, la biologie, autant que j'aime le droit, l'humanité, tout ce qui est humanitaire. Pour l'instant, c'est le droit. J'ai un frère qui est en droit présentement, donc c'est sûr que ça m'a guidée. Puis lui me dit, je te vois vraiment en droit. J'ai beaucoup de complications, mais juste en parlant, je me dis, wow, à quel point j'ai avancé. Fait que ça ressemble à ça. On perd pas espoir. Comment tu as pu justement avancer? Est-ce que tu as quel type de soutien tu as eu? Ben oui, mais c'est ça. Parce que j'aurais pas pu avancer toute seule, malheureusement. À un moment donné, le cerveau, on est fort, mais à un moment donné, on a besoin de béquilles. Fait évidemment, il y a eu les médicaments, mais il y a aussi eu des spécialistes. Vu que j'étais enfant, c'était pédopsychiatre. C'était plus pour ma maladie niveau alimentaire, mais ça a été, tu sais, ma maladie alimentaire, mon trouble alimentaire, était lié à mon anxiété. Fait qu'on a travaillé mon anxiété plus que d'autres choses. Ben, pour ma famille, parce que justement, on n'en parle pas assez, mais c'est très éprouvant pour une famille. Puis les maladies mentales, justement, le monde, il pense connaître ça, mais tu peux pas le savoir c'est quoi si t'as pas eu ça dans ta vie. C'est triste à dire, mais tu peux pas comprendre c'est quoi une maladie mentale sans l'avoir eu. Tu peux penser la comprendre juste parce que tu lis des affaires sur Internet, mais ce que l'Internet dit, justement, c'est tellement
minime par rapport à ce que la personne vit. Mes parents, ils voyaient une travailleuse sociale super fine qui a aidé à trouver des astuces pour m'aider, exemple, en état de crise ou tout simplement pour améliorer le climat familial. Parce qu'il y avait aussi mon frère qui vivait avec ça. Puis justement, il y avait plein de monde qui vivait dans la famille puis qui le voyait, mais il voulait aider, mais il ne comprenait pas c'était quoi. Fait que ça l'a aidé. Après ça, je voyais une psychologue. La psychologue, elle m'aidait plus avec mes TOC, troubles obsessifs compulsifs. Elle m'aidait plus avec des méthodes pour diminuer l'anxiété. Puis sinon, je voyais une nutritionniste. Mais tu sais, ça, c'est plus niveau troubles alimentaires. Mais j'ai vu aussi un neurologue, j'ai vu un ergothérapeute parce que justement, j'avais plus d'équilibre dans toutes les sphères de ma vie. Niveau familial, niveau ami, niveau amour, niveau école, niveau professionnel. Elle m'a aidée. Aussi niveau sport, là, parce que je faisais plus de sport. C'était comme la chose que je faisais le plus avant. Fait que bref, elle m'a aidée aussi à ce niveau-là. Puis le neuropsy, lui, il m'a aidé finalement à diagnostiquer ce que j'avais au départ qui n'était pas un TDA. Fait que, puis ça, j'en avais vu un déjà à la base avant pour me diagnostiquer mon TDA. Fait que c'est toujours important, je pense, quand on ne sait pas qu'est-ce que notre enfant a. Est-ce que tu as développé des stratégies pour réussir? Parce que là, tu parles quand même d'avoir vécu des difficultés par ton anxiété de performance. Oui. Puis là, tu es au cégep, tu vas aller à l'université. Donc, comment Ouais. tu t'en sors aussi bien? Ben, dans le fond, la chose que je fais le plus, c'est écrire. Donc, je me fais vraiment des horaires. Puis, je fais pas juste mettre comme, par exemple, travailler, étudier pendant tel nombre de temps. Je prends des pauses. Parce que je prends des pauses, puis aussi des moments pour dormir ou des moments, j'appelle ça des moments nounou, le doudou, où je suis comme juste, je repose mon cerveau. Sinon, je planifie énormément. Il faut faire des planifications. Puis, s'il y a un imprévu, s'il faut mettre nos imprévus, tu sais, moi, je mets des imprévus parce qu'il y en a toujours. Bien, à ce moment-là, à ces imprévus-là, tu mets les moments que tu n'as pas pu, exemple, qu'il s'est passé quelque chose dans ta vie ou que tu as manqué de temps, ben, tu les mets à ce moment-là. Fait que, tu sais, j'ai quand même eu beaucoup de stratégies de planification, de méthodes d'études. Sinon, niveau méthode d'études, c'est ça dépend de chaque personne. Moi, pour ma part, je suis visuelle. Donc, des fois, je me l'expliquais comme en l'écrivant sur je me faisais des réseaux de concepts, des choses de même, mais je sais que c'est pas de même pour tout le monde. Sinon, à un moment donné, je me l'expliquais tout simplement la matière comme si j'étais le professeur. Fait que, tu sais, il y a des méthodes, mais le plus important, c'est vraiment d'avoir un équilibre. Pas juste étudier, puis ça, des fois, c'est l'erreur que les gens font. Il faut que tu aies un juste, parce que si tu étudies trop, c'est comme si tu n'étudiais pas. Parce qu'à un moment donné, ton cerveau, il arrête tout simplement d'écouter ce que tu dis. Aussi le sommeil. C'est tellement important, avoir l'activité physique, avoir des moments avec tes amis, ta famille. Moi, mon erreur, c'est que je faisais juste une chose alors qu'il fallait que j'en fasse 3-4. Moi, c'est ce que j'ai appris à faire. Puis ça va tellement mieux, là. Je veux dire, non seulement mon cerveau est mieux, mais moi, je me sens mieux, puis je suis plus apte à être concentrée par la suite. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas l'anxiété de performance, comment tu définirais ça? C'est plus complexe que ce que je veux dire, mais en gros, c'est quelqu'un qui va jamais sentir qu'il en fait assez. Donc, ça peut se manifester par l'école, mais c'est pas juste l'école, ça peut être aussi au niveau sportif, ça peut être au niveau, ben, il y en a plusieurs niveaux, mais exemple, pour l'école, c'est, exemple, tu as une note. Tu étudies pour quelque chose, tu vas étudier énormément, énormément, énormément. Tu arrives, tu as genre 90, mais tu es déçu. C'est jamais assez pour toi. Fait que là, tu vas essayer d'avoir 95, 95. Là, tu as 100 Là, après 100 tu es content, tu es très heureux, mais il y a un vide quand même toujours permanent. Fait que là, tu vas vouloir toujours avoir des 100, des 100, des 100 partout. Pour le sport, par exemple, tu vas avoir la médaille d'argent. C'est pas assez pour toi. Tu vas vouloir avoir 10 médailles d'or, 20 médailles d'or. Tu sais, c'est comme ça. Fait que c'est toujours comme, tu t'en fais, tu performes. C'est jamais assez. Puis si tu fais pas quelque chose, tu culpabilises. Fait que tu vas vouloir, tu vas en faire plus, encore plus. Puis à un moment donné, ton cerveau, tu peux faire un burn-out, tu peux faire des dépressions. Justement, j'ai fait des dépressions, je ne l'ai pas dit, j'ai fait un burn-out, 2 dépressions. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est des symptômes qui arrivent par la suite. Fait que c'est important vraiment l'équilibre. Tu sais, on n'en parle pas assez, on dit l'équilibre, mais le monde, des fois, ils ne savent pas trop c'est quoi. J'avais vu des gens, des spécialistes qui me faisaient comme le dessin. Il y a famille, amour, vie professionnelle, sport. Puis là, tu dois avoir 25-25 dans chaque. Et moi, c'est ma quête de vie. Là, maintenant, je veux avoir un équilibre. Puis l'équilibre, tu vas devoir le travailler toute ta vie. Là, c'est difficile de l'avoir.
C'est un très, très bon conseil. Mhm. Alors oui, quand on a une anxiété de performance, tout à fait, mais je dirais que même pour plusieurs, en fait, dans une vie en plus qui est de plus en plus en télétravail, Ouais, qui est sédentaire depuis déjà longtemps, le sport, on peut rapidement le mettre de côté, alors que ouais. la santé, même On arrête de physique. bouger. C'est Mm. minime, mais genre juste aller prendre une marche avec tes enfants, ton chien, toi-même, des fois, tu écoutes de la musique, puis tu peux rendre ces petites choses de la vie le fun aussi, là, pas juste le voir négativement. Puis moi, à chaque fois que je prends une marche, j'aère mon esprit, puis je suis plus focus après pour travailler, justement, là. Parfois, c'est dans ces moments-là aussi on peut repenser, ça donne Ouais, ça change le contexte, puis ça peut nous ouais. éclairer, hein? Hey, c'est Mm. drôle qu'on parle de ça, mais justement, des fois, quand j'étais en sciences naturelles, par exemple, puis je trouve pas la solution à un problème mathématique ou à une formule en chimie, bio, je vais marcher ou juste dormir, puis je trouve la solution dans mon cerveau. Parce que pour ma part, moi, je suis tellement pas bien quand je fais rien. Des fois, de rien faire, effectivement, ou de dormir, hein? On peut se sentir coupable de Ouais, dormir, hein? Ça fait ça. vraiment. Hey, ben, quand j'étais vraiment dans mon pic d'anxiété de performance, je me levais à 5 heures du matin. J'étudiais à 5 heures du matin, puis je me couchais à 10, 11 heures, des fois même minuit. Ben, quand j'étais vraiment dans mon pic d'anxiété de performance, je me levais à 5 heures du matin, quasiment 12 heures d'études par jour, là. Ah, puis j'étais au secondaire, là. C'est pas Mm. normal. Tu as mentionné que tu avais une force pour la danse. Oui, Comment tu as pu l'utiliser? revisionnant tout le passage de ce moment de ma vie, qui a quand même duré 2 ans et demi, 3 ans, comme le gros moment, la crise et tout, je me suis rendu compte que j'ai tout simplement arrêté la danse. Fait que la source de vie, ce qui me faisait vivre, ce qui me faisait rêver, j'ai complètement arrêté. Puis justement, quand ça a commencé à mieux aller, c'est quand j'ai recommencé à en faire. Quand j'ai recommencé à faire. Mais après ça, j'ai fait du yoga parce que la danse, j'aimais ça, mais à un moment donné, j'avais comme atteint le niveau que j'aimais de la danse. Genre, je voyais plus de défis. J'aimais encore, mais c'est comme j'avais plus la passion que j'avais à l'époque. J'ai un peu recommencé à en faire pour moi, personnellement, chez moi. Puis, tu sais, juste des fois, danser, c'est le fun chez soi. Mais j'ai commencé le yoga à ce moment-là pour aussi méditer, tu sais, comme apprendre à respirer. Le monde, des fois, ils trouvent ça drôle. Ils sont comme, ah, ouais, on va respirer. Mais vraiment, ça l'aide tellement. Quand on le dit, quand on se le fait dire, on dirait qu'on trouve ça un peu insignifiant. Mais je l'ai insignifiant. Mais en le faisant, en méditant, en faisant du yoga, j'ai tellement appris à contrôler mon stress, mes énergies. Puis ça m'a tellement aidé là, que c'est le même que j'ai comme réintégré ce sport-là. Et tu as d'autres passions aussi. Tu fais de la Oui, photo. oui. Ben ça, c'est ça. C'est des passions qui sont aussi apparues un peu plus tard après parce que je me suis dit, si on n'a pas de passion aussi, comment on peut vraiment bien fonctionner parce qu'on n'a plus vraiment de raison de vivre, là, dans un sens. T'sais, les passions, les rêves, c'est important d'en avoir toujours au moins un projet dans sa vie. Puis moi, j'en avais plus. C'est là que j'ai comme déprimé parce que je suis quelqu'un qui a tout le temps besoin de faire quelque chose. J'ai un cerveau qui fonctionne genre 24. C'est là que j'ai comme déprimé parce que jusqu'à là, j'ai commencé la photo, j'ai commencé un peu le mannequinat d'une manière sans le vouloir parce qu'il y a des gens qui ont commencé à m'écrire sur les réseaux pour prendre des photos de moi. Puis j'ai commencé à apprécier ça, à apprécier cet art-là. J'ai commencé aussi à faire des portraits. Moi, je suis plus quelqu'un qui fait des portraits. Puis des fois aussi, je fais beaucoup de randonnées en forêt. Puis j'ai commencé à photographier les paysages, mes animaux, ma famille. Fait que ça me faisait vraiment du bien de mettre de la beauté dans la vie des gens, de montrer aussi que les petites choses de la vie, des fois, on ne les voit pas, mais ça peut être vraiment très beau. Pour terminer, est-ce que tu Oui, aurais un petit conseil, un message à passer pour des parents ou pour des ouais, élèves, pour des enseignants, peut-être qu'il y aurait des oui, élèves qui auraient de l'anxiété de performance dans ouais. leur classe? Ben, souvent, là, je vais parler de l'anxiété de performance, c'est quelque chose qu'on ne voit pas au départ, parce que justement, on trouve tellement que l'enfant est parfait, que l'enfant, c'est beau ce qu'il fait, puis qu'il est à fond dans ce qu'il fait, que justement, on trouve ça juste normal. Mais c'est de peut-être prendre une petite attention sur le fait que cet enfant-là, est-ce qu'il est heureux, tu sais, aussi. Des fois, c'est comme,
on pense qu'il est heureux parce qu'il y a comme, on appelle ça la lune de miel, le moment où tout est beau puis que tout a l'air parfait, quand on n'a aucun équilibre. Il y a comme ce petit moment-là, ça dure environ 1 mois et demi. Puis après ça, il y a les répercussions négatives. Par exemple, pour les parents, de prendre le temps mais à tous les jours, lui demander est-ce que ça va? Est-ce que tu vas bien? Parce que moi, ma mère, elle pensait que j'allais bien. Elle pensait que. Puis le monde autour de nous, justement, il trouvait que je commençais à être bizarre. Parce que tu le sais comment ton enfant est normalement. Essaie de prendre le temps de revoir les choses. Est-ce que mon enfant, il fait ça habituellement? Est-ce que. Parce que tu le sais comment ton enfant est normalement. Essaie de prendre le temps de revoir les professeurs. Ben, c'est sûr que c'est plus difficile des fois, mais on le remarque en classe, souvent les symptômes. L'enfant, il peut être plus stressé en classe vis-à-vis quand il reçoit son examen, par exemple. Donc, de prendre une attention particulière aux gens qui reçoivent leur examen et qui sont extrêmement anxieux. Ça se remarque. Par exemple, dès que je finissais un examen, j'étais comme ah, c'est quand qu'on va recevoir la note? C'est quand qu'on va recevoir la note? Puis je le disais tout le temps, ben, prendre une attention particulière à ces enfants-là qui ont l'air de tout le temps poser des questions sur les notes ou qui posent extrêmement beaucoup trop de questions en classe. Genre moi, j'en posais vraiment tout le temps. Dans un sens, on pense que c'est l'élève idéal parce qu'elle pose tout le temps des questions, mais des fois, c'est des questions qui sont juste pour la rassurer. Fait que c'est prendre peut-être un recul puis vérifier les gens qui sont comme ça. Les traits que tu es en train de mentionner, effectivement, qui font vraiment passer à du Ouais. trouble déficitaire de l'attention. Donc, c'est vrai que c'est vraiment essentiel aussi d'aller voir les bons professionnels Ben oui. parce que on peut vite être guidé vers un diagnostic qui va pas nous amener vers des interventions qui vont être efficaces pour Exact. son profil. C'est sûr que plus tu es jeune, plus c'est difficile des fois de le savoir, mais c'est aussi d'avoir un bon suivi de manière avec les spécialistes, mais c'est de continuer jusqu'au secondaire, parce que le secondaire, c'est tellement un moment critique dans la vie des enfants, là, parce qu'il y a des choses qui vont refaire surface quand tu es au secondaire. Ce manque de confiance en soi, c'est un critère niveau TDAH, mais aussi niveau anxiété de performance. Il faut vraiment faire attention avec les enfants, là. Et pas non plus, genre, leur dire t'es le meilleur, parce que ça va pas non plus aider, là. Ça va juste encourager l'enfant à continuer, là. Merci beaucoup, Elena, pour ton Ça fait témoignage. plaisir. On va te souhaiter une belle réussite dans tes Merci. prochaines études au Cégep et puis à l'Université en droit. Merci, c'est très gentil.